Jean de Vesle, souvenez-vous, il était une fois ici une sorcière, oui, une sorcière. Ça s'est passé il y a tout juste 430 ans. En ce temps-là, l'Église dirige tout. Mais depuis des dizaines d'années, elle est chahutée par les protestants. 15 ans plus tôt, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. En fait, tout ça a commencé bien avant, avec la chasse aux hérétiques. En 1585, le pape voit la science déborder sur son dogme et les femmes devenir toujours plus indépendantes. Ce ne peut être que l'œuvre de Satan. Il ordonne la chasse aux possédés du démon et aux sorcières. Un possédé du démon est en apparence comme vous et moi, mais il a des comportements suspects, des pouvoirs que nous n'avons pas, et surtout, il peut transmettre son mal à d'autres par simple contact ou par magie. Toute personne doit, vous devez, dénoncer un possédé du démon. C'est un danger pire que la peste pour l'humanité. Les personnes atteintes conduisent chacun vers l'enfer. Il n'y a qu'une façon de faire pour s'en débarrasser, c'est de les brûler vivantes, et ainsi brûler le démon qui les habite. Toutefois, afin d'être sûr que la personne soupçonnée est bien sous l'influence de Satan, la haute autorité religieuse a élaboré un test, le jugement de Dieu. Il faut jeter à l'eau le suspect, dévêtu, pieds et poings liés. Et s'il remonte pour retrouver la surface, alors on le saisit rapidement pour qu'il ne meure pas noyé, car le démon qui l'habite ne serait pas éliminé. Il y a 2 ans, le pape a émis une bulle pour informer le monde qu'il est confronté à une invasion démoniaque qu'il doit combattre. C'est la chasse aux sorcières. Charles III, duc de Lorraine, ne veut pas laisser aux ecclésiastiques le droit de la condamnation à mort. Le clergé peut juger et excommunier, mais c'est aux tribunaux laïcs de décider de la peine de mort, et sur des faits concrets. Nicolas Rémy, avocat à Mirecourt, est le démonographe attitré du duché de Lorraine. Il deviendra procureur de Lorraine, et il fera brûler plus de 1000 sorcières en 20 ans. Aujourd'hui, 1er juillet 1587 à Velles, les deux tribunaux sont présents pour un même procès, ce qui en soi est un modèle, avec une véritable enquête et une recherche réelle de la vérité. Les 200 000 autres sorcières brûlées en Europe n'ont pas toujours eu la chance que cette procédure soit respectée, et souvent les procès étaient expéditifs. Les abbés de Belchamp, puissante abbaye à 5 km de Velles, ont missionné Jean Bertrand et André Barisson pour représenter l'ordre religieux à ce procès. Le procureur général de Lorraine étant indisponible, c'est Louis Servin, conseiller du roi de France, qui assure cette fonction. Il militera plus tard pour la suppression du test de l'eau, qui à ses yeux ne constitue pas vraiment une preuve d'envoûtement. À présent, Jean de Vesle, nous voici en l'an de grâce 1587. Nous assistons au premier procès de sorcière de Velles, le procès de Catherine
Ruff. Avis à tous, le tribunal arrive, laissez passer. Jean Devel, nous voici réunis sur cette place aujourd'hui pour juger la dénommée Catherine Ruff de crime de sortilège. Le démon vous guette, tous, afin de s'emparer de votre esprit. Soyez donc vigilants et n'hésitez pas à dénoncer tous ceux que vous pensez atteints par ce mal. Que l'on fasse venir l'accusé. Donnez vos noms, prénoms, âge et profession. Je m'appelle Catherine Ruff. J'ai 32 ans et je suis lavandière. Je n'ai rien fait, on m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Vous trompez en m'accusant. Faites la tête. Oh, que nenni! Mon enfant, dites-nous comment Satan vous a possédé. Ce sera instructif pour tous. De savoir comment il s'y est pris. Allons, dites. Mais j'ai rien fait. Vous, non. Mais lui, vous a-t-il touché le front, pincé la joue? Ou est-ce dans votre sommeil qu'il vous a prise? Je ne sais pas, moi. À la bonne heure! Déjà, vous reconnaissez les faits. Pas du tout. Je sais pas même comment je suis. Vous croyez savoir, mon enfant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus sûr de rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Les faits sont les suivants. Vous avez empoisonné un homme et il est mort. Vous pénétrez dans les habitations en usant de sortilèges et vous allez au sabbat. Mais c'est faux. Attrapez-la! On l'attache au poteau. Ne perdons plus de temps. Passons au témoignage. Faites venir les premiers témoins. J'ai enregistré plusieurs témoignages, mais il serait bon de savoir comment s'est déroulé le test de l'eau. Que ceux qui ont participé au test de l'eau s'approchent.
Présentez-vous. Nom, prénom, âge, profession. Je suis le vicaire. C'est à moi. Place aux dames. Je suis Marie Babouf, vicomtesse de la Bourdaissière. J'ai 34 ans et c'est moi qui ai diligenté l'enquête. Mais Madame la Vicomtesse, vous prenez de grands risques en prenant part à ces événements. Je ne risque pas grand-chose. Nous, la noblesse, sommes immunisés. Vous faites erreur, seuls les membres de la justice le sont. Je croyais. Et vous autres, présentez-vous. Je suis le vicaire de Tonois. Mon nom est Bernard Laqui, j'ai 41 ans. On m'appelle Jean Gerdol. J'ai 18 ans. Je suis laurentier. Un laurentier est un conducteur de bœuf à la charrue. Mon nom c'est Masson. Mon prénom Nicolas. J'ai 45 ans et je suis crinier. Un crinier fabrique des cordes avec du crin de cheval. Bien, Madame la Vicomtesse, dites-nous comment s'est déroulé ce test de l'eau. Si je peux me permettre, c'est moi qui ai instruit le test. Nous sommes allés chercher la dite accusée qui était enfermée chez elle. Elle ne vous a pas touché, j'espère. Bon, nous l'avions prise avec un drap. Bien, ensuite. Eh bien, nous l'avons emmenée près du bac. Là, il y a un trou d'eau de plus de 20 pieds de profondeur. Je l'ai déshabillé. Il a fallu que je prenne mon couteau pour lui ouvrir sa robe. Elle vous a touché? Non, 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 non. J'appuyais sa figure contre terre avec mon sabot. Je lui ai attaché les mains et les pieds et on l'a jeté dans l'eau. Elle a coulé comme un caillou. Les bulles qui remontaient. On a attendu un sacré moment. De l'eau. On a bien cru qu'elle était mouillée. Et rien. J'ai vu. Nous allions repartir quand tout d'un coup, elle est remontée à la surface en gigotant comme une ablette. Au début, je croyais qu'on s'était trompé. C'est moi qui ai pris le crochet pour la sortir de l'eau. Et c'est Jean qui lui a mis le sac sur la tête aussitôt. J'avais vérifié qu'elle était toujours bien attachée. Les nœuds étaient bien serrés. On l'a emmenée chez elle. C'était une vraie furie. Elle criait, elle se débattait tellement qu'on l'a laissée, sans même la détacher, ni lui enlever le sac. Vous étiez seul ou il y avait des témoins? Tout le village était présent. Tout le monde voulait savoir si c'était une sorcière. Y en a-t-il qui contestaient ou qui voulaient empêcher ça? Ma foi, je n'en ai pas vu. C'est bien, parce qu'ils seraient eux aussi sous l'emprise du démon. C'est une honte. Vous êtes des assassins. Elle n'a rien fait. Votre nom, qu'avez-vous à dire? Je la connais bien. C'est une gentille fille. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Je ne sais pas pourquoi vous l'accusez, mais vous avez tort. Votre nom, vous semblez être possédé du démon aussi, vous. Vite, garde, attrapez-le. Eh ben alors, les maîtres, ils l'ont laissé s'échapper. Décidément, ce village tombe dans la décadence, vous côtoyez le diable. Jean Devel, il faut réagir ou ça sera pire. N'hésitez pas à dénoncer tous ces sorciers qui vous entourent. Ça suffit. Suspension de séance. Jean Devel, la séance est levée pour un instant. Parbleu, ma chérie, que nous arrive-t-il? Reste pas là, tu vas te faire prendre. Ma chérie, ton visage est meurtri. Je vais te sortir de ce mauvais pas. Ah, je t'assure, du plus profond de mon cœur, que j'ai pour toi une estime incroyable. Je tiens à toi plus que tout au monde. Ne me laisse pas. Bats-toi pour sortir de ce mauvais pas. Vous vous moquez de moi. Je vous avais promis à Marie-Christine, la fille de ma femme de chambre. Mais mon cœur va à Catherine, pas à vos affaires.
Dans la vie, les affaires passent avant l'amour. Tu me flattes. Est-ce que tu veux me dire par là que j'ai tort de croire que tout est perdu? Je ne dis pas ça, mais quel besoin si pressant as-tu de vouloir nous quitter? Oh, mais moi je t'aime, moi. Nous serons heureux ensemble. Vous êtes gentil, laissez-le tranquille. Je ne suis pas encore morte. Toi, avec tes sortilèges, tu l'as envoûté. Depuis toujours, c'est à moi qu'il est promis. C'est moi qui l'aime. Plus pour longtemps. Les hommes ont assez tourné autour de vous. Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font 1000 efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre dehors? Je sais que vos charmes vous suivent partout. Et que vous savez les retenir par bien d'autres façons, une fois qu'ils sont dans vos griffes. Et vos douceurs offertes, à qui baisse la garde, achèvent de les séduire et les fait chavirer. Le trop riant d'espoir que vous leur présentez les retient à jamais. C'est injuste que vous disiez ça de lui. Vous savez bien pourquoi je me ménage. Et que dans mon procès m'a promis de me tirer de là. Nous en sortirons plus forts. C'est un aveu qui a de quoi vous suffire. Mais il y a de fortes chances que vous n'en disiez tout autant à d'autres. Certes, pour votre amant, la fleurette est mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, j'en suis bien content. Voyez où cela vous mène. Prenez-vous-en à vous-même. Vous avez ici ce que vous méritez. Bon débarras. Voulez-vous qu'avec lui, je vous fasse un arrangement en commun? Vous avez des regards qui ne me plaisent pas. Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi qu'on se fonde, vous faites souffrir tout le monde. Votre place est bien là. Parbleu, s'il y a des discours pour ne rien dire, je viens d'en entendre un des plus fatigants. Madame, voulez-vous que je parle net? Je n'aime pas vos façons d'agir. Voyant Catherine ainsi jugée, je me fais de la bile. Votre intelligence, madame, devrait comprendre que ce n'est pas la raison qui règle l'amour. Jean Devel, le tribunal est de retour, reprenez vos places. Bien, nous voulons entendre le témoin du sabbat. Le témoin est Monsieur Jean Gérard. Ah oui, il est sourd. Monsieur Jean Gérard. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et profession. Mon nom est Gérard et mon prénom est Jean. J'ai 54 ans et je suis garde champêtre. Racontez-nous ce que vous avez vu, monsieur Gérard. Eh bien, c'était au calendes de mai, de bon matin. Je montais dans le bois de Felde pour faire la tournée de la forêt. Et c'est là que j'ai vu la Catherine. Que faisait-elle? D'abord, j'ai vu remuer sous les branches du grand chêne. Je me suis approché discrètement. Je pensais que c'était un chevreuil. D'où j'étais, j'entendais des gens parler sans savoir, sans comprendre ce qui se disait. Donc je me suis approché encore un petit peu et je peux vous dire que je tenais mon gros bâton bien en main pour me défendre si une bête arrivait. J'étais à 100 pas, même pas, peut-être 80. Et derrière un gros buisson pour ne pas être aperçu. Et c'est là que j'ai vu la Catherine, qui faisait des grands gestes et qui chantait ou criait, je ne sais pas. J'ai continué à surveiller et après un peu de temps, elle s'est éloignée.
du sang partout sur ses bras. Je suis sûr qu'elle a fait un sacrifice. Les gens que j'ai entendus parler ont disparu. Je n'en ai vu aucun. Le GG, tu n'es qu'un menteur! Ma chère Catherine, je t'ai entendu parler avec Satan. Lâche-moi, Satan, tu disais. Je vais être en retard. D'abord, que faisiez-vous si tôt dans la forêt le matin? J'étais partie cueillir du muguet. J'aime bien être la première à en trouver, ça porte chance. Monsieur Gérard parle de danse avec d'autres personnes. Qui était-ce? Il n'y avait personne. J'avais pris mon jupon dans des ronces et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais vous avez pourtant parlé avec quelqu'un. Non, juste avec le roncier qui ne voulait pas me lâcher. Ah, greffier. Notez que l'accusé était en réunion au petit matin dans la forêt avec un roncier qui la tenait sous son emprise. Mais je n'étais pas en réunion. Monsieur Gérard vous a entendu parler avec Satan. Que vous disait-il? Mais rien du tout, cet espichu buisson. Ah, greffier, notez que Satan avait pris l'aspect d'un buisson. Mais c'est pas vrai. De plus, vous avez fait un sacrifice à la gloire du démon. Était-ce avec un enfant ou avec un animal? Je n'ai pas fait de sacrifice. Je me suis griffée de partout en retirant mon jupon des épines. J'avais les bras en sang comme si j'avais tué un lapin. Ah bah notez, la greffier, notez que l'accusé a fait un sacrifice avec un lapin. Vous entendez ce que vous voulez. Et notez également que le sieur Gérard est le témoin du sabbat. Vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer. Alors maintenant, on voudrait entendre les témoins du blasphème. Parce qu'il y a eu blasphème. J'appelle Barthélemy Allan. Oui, j'arrive. Veuillez nous dire vos noms, prénoms, âge et profession. Je m'appelle Alain. Mon prénom c'est Barthélemy. J'ai 33 ans et je suis moulinier chez la Haxe au Grand Moulin de Tonois. Un moulinier, c'est un meunier. Vous nous avez dit lors de notre enquête, Sire Allan, que vous avez entendu l'accusé proférer des blasphèmes. Pouvez-vous nous raconter? Vous m'avez demandé de dire quelque chose sur elle. Comme je ne savais pas quoi raconter, j'ai dit qu'elle a blasphémé. Bien, bah dites-nous voir ces blasphèmes. Oh non! Parce que là, c'est moi qui les dirai. Attendez, vous êtes en présence des plus hautes autorités de l'Église. En plus, c'est pour une raison de justice, il ne vous arrivera rien. Et frère Simon, ici présent, vous absoluera sur le champ. Ah bon? Oui, allez, dites-nous ces blasphèmes. Eh bien, c'était l'autre jour, quand j'ai été acheter mon poisson auprès du charmant Claudin. Il était au milieu de la Moselle avec sa barque. En attendant qu'il revienne, je me suis assis sous le ponton. Bon, bah, que disait-il? C'est là que j'ai entendu la Catherine. Elle disait, avec une vie comme ça, Dieu n'a qu'à les faire pendre. Mais attendez, vous êtes sûr de ces paroles? Ah oui, et je les dirai plus, je les ai déjà oubliées. C'est vous qui m'avez obligé de les dire. Ce n'est pas de moi. Vous avez vraiment dit ça? Je ne sais plus. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Hein. Les mots, ça échappe. Hein. Allez-y, mon frère. Je vous absous aussitôt de tous les mots prononcés. Bien, l'autre jour, elle passait avec ses lessiveuses de la salle. Elle criait au Claude Méchy, le petit Laurandier qui est... Le petit jeune qui est Laurandier chez Jean Rabe. Elle lui disait qu'elle irait à la messe tous les dimanches si le petit Jésus lui frictionnait le dos de temps en temps quand elle a mal. Bon, greffier, notez que l'accusé a blasphémé. Un instant! Un instant. Si l'accusé a blasphémé une fois, pourquoi pas l'autre? Dites-moi, Sieur Allan, ne l'auriez-vous pas déjà entendu tenir ce genre de propos d'autrefois? Oh, vous savez, elle a un langage fourni, la Catherine, hein? Dites-nous. Bien,
l'autre jour, elle passait avec ses désireuses, et puis elle criait au Claude Méchy. Petit jeune qui est Laurentier, là, chez Jean. Il lui disait qu'il irait à la messe tous les dimanches si le petit Jésus lui frictionnait le dos. De temps en temps, quand elle a mal. Bon, ce n'est pas un vrai blasphème. Ce sont juste les propos déplacés. Certes, mais il n'empêche que le petit Claude lui a dit qu'il prendrait bien la place du petit Jésus. Et là, vous savez ce qu'elle a répondu? Non, dites-nous. Moi, Alors? Elle a répondu, elle a dit, c'est pas que tes grosses mains, tu me feras du bien, j'ai besoin de douceur, j'ai tellement mal. Alors que le petit Jésus en culotte de velours, ça, ce sera autre chose. Bon, ce n'est que cela. Elle n'a rien dit d'autre, vous êtes sûr? Non. Après, ils sont partis au lavoir qui est dans la rivière. Et là, il lui a peut-être frotté le dos, je ne sais pas, mais j'y étais pas, j'ai pas vu. C'est tout? Non. L'autre jour, on a été piner des betteraves chez la Ségolène Vautrin. La moitié du village était présent parce que paye bien. Et c'est là qu'elle nous en a dit des bonnes. C'est typiquement qu'elle nous a raconté tout ce qu'un jeune homme devait savoir dans le détail. Elle nous a parlé de choses, de bonnes femmes, que je n'y comprenais rien du tout. Ensuite, elle nous a parlé de la lune, avec des cycles, que même le bon Dieu ne retrouvait pas ses petits. Et elle nous a dit, et là, tout le monde faisait semblant de ne pas entendre, mais je peux vous dire qu'on tendait tous l'oreille. Hein. Elle nous a dit qu'avant la fête de Dieu, son Jean la ferait grimper au ciel. Bon, Elle ment. Elle ment. Ou alors, c'est un blasphème. C'est bon. Nous en savons assez sur les comportements de l'accusé. Sur ma langue, vous pouvez disposer. Bien, on appelle les témoins pour le vol, s'il vous plaît. Alors j'appelle le sieur Denis Vautrin. C'est moi qui l'ai volé. Veuillez nous dire vos noms, prénoms, âge et profession. Mon nom c'est Vautrin, mon prénom c'est Denis, j'ai 51 ans et je suis vigneron. C'est elle qui m'a volé. Oui, bah racontez-nous, monsieur Vautrin, ce qui vous est arrivé. C'est le deuxième dimanche de juin, j'étais parti taquiner le bougeon avec mon ami de Monte, Saint-Nicolas. J'avais fermé la maison, mais comme il faisait beau et chaud, on avait laissé passer un peu d'air. On était tous au bord de l'eau, ma femme, mes deux gosses, mon ami, son deuxième gamin. On a passé une journée formidable. C'est quand on est rentré que j'ai trouvé étrange de voir le pot de fleurs que j'avais mis derrière la porte, qui avait été décirculé. Je me suis d'abord dit que je l'avais peut-être mal mis. Bon, mais qu'est-ce qu'on vous a volé? J'y viens. J'ai une cassette où je mets mes papiers importants. Ce dimanche soir, je voulais en parler à mon ami, qui connaît un très bon tabellion à Saint-Nico. Parce que je voulais lui vendre un bout de vigne que j'ai au-dessus de la côte. Ouais, je continuerai à m'en occuper, mais ça lui fera un peu de vin de sa vigne. Et la typoque, je me suis rappelé tout d'un coup que l'autre jeudi, la Catherine, elle était venue chez nous pour apporter un remède à mon gamin qui avait mal la tête. Oh, elle est restée un moment à la maison toute seule avec lui. C'est là qu'elle a pris la cassette, j'en suis certain. Vous l'avez vu? Non, mais il n'y a personne d'autre de chez nous, alors ça ne peut être qu'elle. C'est une voleuse. Ventre Saint-Gris, quand le gidouille, je n'ai rien volé chez toi. Vous guérissez les malades? Il faut bien, le pauvre gosse habite tellement mal. Bon, revenons au vol. Y a-t-il eu un témoin? Ah oui, bon, mon ami en est témoin. Bah, faites venir l'ami. Allez, les gars, il veut entendre ta version.
présentez-vous, nom, prénom, âge, profession. Mon nom c'est Réveillé, mon prénom c'est Demanche, j'ai 54 ans et je suis tailleur d'habits à Saint-Nicolas. Sur votre âme, je le connais depuis le régiment à Blamont. On a été 6 ans ensemble comme volontaires. Alors, vous comprenez? Oui, je comprends bien, mais dites-nous ce qui prouve que votre ami s'est fait voler la cassette. Ah, sa cassette, il me l'a montré plusieurs fois par le passé. Dedans, il y mettait tous les papiers de famille, ses actes de propriété, tous les papiers importants. Mais il ne mettait pas d'argent. Ah, s'il ne mettait pas d'argent, pourquoi l'aurait-elle volé? Je ne sais pas, moi, pour attirer quelques profits. Ces titres de propriété, il les tenait de sa grand-mère, une fille piston. Et quand le partage de Belle a été fait, eh bien, c'est un tabellion de Nancy qui a réglé la succession. Alors, s'il ne retrouve plus ses papiers, je ne sais pas comment il va pouvoir faire pour prouver quoi que ce soit. Avez-vous été l'objet de menaces, de demandes d'argent? Absolument pas. N'auriez-vous pas simplement égaré votre cassette? Avez-vous fait des recherches? On a cherché partout, mais c'est elle qui l'a pris, j'en suis certain. Je ne sais pas ce qu'elle va en faire, moi cette sorcière. J'ignorais que tu avais une cassette. Et quand bien même, je ne vois pas pourquoi je pourrais la prendre. Je ne suis pas une voleuse. Greffier, notez qu'au dire de 2 témoins de grande qualité, l'accusé est une voleuse. Sale verrue. Voleuse! Sorcière! Mécréant! Je voudrais entendre le témoignage pour meurtre. Alors j'appelle Claude Vincent. Oh, monsieur seulement. Non, mais je vais prendre les deux en même temps. Ah, très bien. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et profession. Je m'appelle Vincent. Mais l'un après l'autre. Monsieur d'abord. Je m'appelle Vincent. Mon prénom c'est Claude, j'ai 46 ans et je suis calendeur à Velle dans la maison Thiebaud. Un calendeur est un teinturier. Et vous, madame? Je m'appelle Vincent. Carole, c'est mon prénom. J'ai 38 ans. Je suis braillère. Une braillère confectionne des bérets sorte de pantalons collants. Bien, expliquez-nous les faits, madame Vincent. Elle a tué mon petit enfant. C'est une accusation terrible. Les textes de loi ne pardonnent pas. Vous l'avez vu? C'était en avril. Mon petit Antoine dormait. Elle est venue dans sa chambre sans qu'on lui demande rien. Et quand elle est repartie, il était mort. Jésus, Marie-Joseph. Il était déjà mort quand je suis arrivée. C'était un petit plan d'avenir. J'avais de grands projets pour lui. Il serait devenu un calendeur d'exception, comme son père. Et même que je l'aurais envoyé ouvrir boutique à Nancy. Hein, vous savez, j'ai un peu d'économie. Et je voulais qu'il aille dans une bonne école, savoir bien parler et compter. Un beau gars, plein d'avenir. Et excusez-moi. Il n'avait pas donné de signe de maladie. Bon, allez, ça suffit comme ça. Vous pouvez disposer. Sorcière! Sorcière! Il est noté que l'accusé a des pouvoirs magiques. Bah, c'est normal, le démon lui donne ses pouvoirs, voyons. Est-ce que j'appelle les témoins? Mais naturellement, on les entende. Alors, j'appelle Georges Marguerite. Veuillez vous présenter. Mon nom c'est Georges, je m'appelle Marguerite, j'ai 29 ans et je suis doubletière.
Une doubletière réalise des blanchets, des capes et des doublures. Bien, vous dites avoir vu l'accusé pratiquer la magie. Racontez-nous un peu. Oui, en effet, l'autre fois, mon chien était pratiquement crevé. Hein. Enfin, on avait du mal à le remettre sur ses pieds, ses pattes. Elle s'est approchée de lui et elle lui a donné je ne sais quoi. Et en un instant, elle s'est remise sur ses pieds, sur ses pattes. C'est pas de la magie, ça? Bah, disons qu'elle a soigné votre toutou, un point c'est tout. Non, elle sait également faire pousser des salades. Elle mange même des patates toutes sans être malade. Elle est un peu spéciale quand même. Hein. C'est de la magie, ça, je pense. Est-ce qu'elle fait apparaître des choses? Avez-vous vu quelque chose? Quand j'ai fini de tirer du lait, elle s'approche de moi, elle me dit qu'il y en a encore. Je lui réponds que non. Et elle me dit encore, si j'en tire une casserole, c'est pour moi. Et effectivement, elle en tire une casserole. Encore une fois, c'est de la magie, ça. D'accord. Faites venir le témoin suivant. Alors, j'appelle Simon Pasquet. Ah oui. On vous attend. Présentez-vous, monsieur Pasquet. Mon nom est Pasquet, mon prénom c'est Simon. J'ai 49 ans et je suis fusinier. Un finissinier est un fabricant de lames. Alors, monsieur Pasquier, vous l'avez vu de vos propres yeux pratiquer la magie. Racontez-nous. Oui, c'était l'autre jour. J'étais avec mon outillage là, pour repasser les couteaux devant chez la Nicole Collam, Loyère. Une oyeère est une cuisinière de village. Ah oui, parce que il lui faut toujours des couteaux qui coupent bien pour faire la cuisine. Alors, quand j'ai eu fini, j'ai ramené les couteaux. Et pour me remercier, elle a voulu me payer un verre de vin. Mais sa cruche était vide. Alors, elle a descendu à la corde. Comme j'étais seul, j'en ai profité pour jeter un coup d'œil dans la chambre à côté. Et c'est là que j'ai vu la Catherine qui était rentrée, je ne sais pas comment. Je n'ai pas vu passer, et pourtant j'étais resté devant la porte pendant un bon moment. Enfin, elle ne m'avait pas vu. Alors, elle a sorti de sa poche comme une petite fiole et elle a versé de la poudre jaune dans la bouche du gamin et elle lui a fait boire de l'eau. Ah, si le gamin n'est pas mort, c'est une sacrée chance. Triple andouille, c'est de l'écorce de saule râpée pour lui faire tomber la fièvre. Oh, c'est pas la première fois que tu fais des choses étranges pour soigner les enfants. Tu parles à voix basse pour ne pas qu'on t'entende. Mais moi, je suis certain que c'est des invocations et de la magie. Et en plus, tu veux pas que je rentre chez les poils, parce qu'il y a des tas de fioles avec toutes sortes de poudres pour tout un tas de cas. Et si ça se trouve, c'est à Milan. Et avec ta poudre jaune, et d'autres encore, tu fais des transformations. Bah, tu rêves, mon pauvre, je n'ai rien fait de tout ça. Greffier, notez que l'accusé reconnaît faire de la magie avec une certaine poudre jaune. Est-ce que vous avez vu d'autres choses? Ben oui. Des fois, les dimanches après-midi, au cabaret, chez le Jacques Morlet, on joue aux cartes. Elle est cartée au piquet, au chien rouge. Ah, elle n'est pas en reste pour participer. Mais comme toujours, c'est pas possible. Tiens, l'autre jour, j'avais dans la main un as de carreau. Eh ben, il s'est retrouvé dans son jeu. Je sais pas comment. C'est pas de la magie, ça? Et puis,
certaines fois, des fois ça arrive, on joue pour de l'argent. Ah, on ne veut plus qu'elle participe, hein, là-dessus, tout le monde est d'accord? On se fait plumer. Ouais. J'ai bien essayé de surveiller pour voir si elle ne mettait pas dans nos verres un peu de sa poudre pour nous endormir ou pour nous empêcher de voir ce qu'elle fait. Mais j'ai jamais rien vu. Oui, bah ça prouve qu'elle utilise la magie. Vous pouvez disposer, monsieur Pasquier. T'aimes pas perdre, c'est pour ça que t'inventes des trucs. Affaire de la poire empoisonnée. Ah. Dans l'affaire de la poire, je comprends pas, je n'ai pas mes notes. C'est moi qui vous les avais empruntés. Tenez, je voulais simplement vérifier qu'il s'agissait bien d'une poire. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas, j'appelle Demange Lançon et Charmant Claudin. Non, mais là, je vais les prendre un par un. D'accord. Bon, alors, dans ces cas-là, tout d'abord, monsieur Demange Lançon. Présentez-vous et racontez-nous ce qui s'est passé avec cette poire. Je m'appelle Lançon. Mon petit nom, c'est Demange. J'ai 35 ans et je suis moellonneur. Alors voilà. Un moellonneur est un tailleur de pierre. Alors voilà, j'étais parti avec Charmant pour chercher des pierres. Parce que la dite du barrage avait fortement souffert cet hiver. On avait pris le tombereau de la montagne et son gros bœuf. Quelle montagne? La montagne. La montagne, c'est comme ça qu'on appelle le Claude Munier. Il est laborier. Et son gros bœuf, on en a bien besoin. Un laborier est un laboureur. Oui, alors ensuite? On était allé tirer de la pierre au-dessus de la masure, en haut de la côte, là. Pour redescendre au village, on revient sur un bout par la route de Gerbévillers. C'est là qu'on a trouvé l'Auguste, mort! Même qu'il avait encore une poire à la main. Quand Charmant a voulu la lui retirer, il a été pris de suffocation. Alors j'ai mis un gros coup de pied dans la poire. Mais attendez, tout ça ne veut pas dire que c'est l'accusé qui a mis une poire sur la route. Une route? Vous exagérez. Un mauvais chemin, tellement il n'a pas été ferré depuis bien longtemps. Et pourtant, les ferrières sont pas loin. Un chemin ferré est fait avec des pierres capables de résister aux roues en fer. Une ferrière est une carrière de pierre à ferrer les routes. Poursuivons. Alors, la poire. Quand le Charmant a été un peu mieux, on a décidé de charger l'Auguste sur le tombeau pour le ramener à la maison, chez lui. Il était bien mort. Même qu'on a remarqué un bout de poire coincé au fond de sa gorge. Mais grand Dieu, on n'y a pas touché. Bon, j'insiste sur le point. Pourquoi êtes-vous sûr que c'est l'accusé qui a mis une poire? Mais on est en train de charger des pierres, là. On l'a vu de l'autre côté du fossé. Elle est en train de ramasser un fagot. C'est bien elle! Chancremou! Chancremou? Où veux-tu que je trouve une poire en fin juin? L'Auguste, il s'est étranglé avec je ne sais quoi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai empoisonné. Tu n'es qu'une coureuse de rempart! Du calme! C'est bien elle! Du calme! Au lieu d'accuser sans savoir, vous ne pouviez pas faire venir quelqu'un pour savoir ce qu'il a eu, Auguste. Et puis, me ligoter et me jeter à l'eau pour savoir si je suis une sorcière. C'est pire que ce qu'il a eu, Auguste. Pour un peu, je restais au fond. Ça vous aurait avancé à quoi si je m'étais noyé? Heureusement qu'en donnant un coup de pied, j'ai réussi à remonter à la surface. Vous vous rendez compte? Et après ça, vous m'avez attaché et enfermé toute une journée sans que je puisse bouger. Vous êtes des monstres, des idiots. Ça ne t'a pas fait de mal! Allons, avouez que vous avez laissé une poire. Je n'ai pas de poire chez moi. J'avais juste pris un navet préparé. Mais comme il n'était pas bon, je l'ai jeté. Bien, qu'on fasse venir l'autre témoin. Monsieur Charmant, pouvez-vous venir? Vous présenter. Je m'appelle Claudin. Mon prénom c'est Charmant. J'ai 24 ans et je suis pêcheur sous le passage du bac. Bien, racontez-nous votre version, monsieur Charmant. Eh bien, c'est comme ce qu'il a dit. La digue du barrage a souffert cet hiver et on ne tient plus le niveau pour le bac. Alors,
Le syndic nous a demandé de la réparer moyennant finance. Bon, ça on le sait par cœur. Et ce qui intéresse le tribunal, c'est la poire. La poire? Moi, je suis tombé dans les pommes. Alors, je sais pas. Il y a bien eu l'Auguste qui était mort, mais quand j'ai voulu ramasser ce qu'il avait dans la main, j'ai chamboulé. Et je m'en suis remis après. Mais je sais pas si c'est la Catherine qui avait fait le coup. Et du coup, j'ai pas vu si c'était une poire. Eh ben, c'était bien une poire, et l'Auguste, comme vous dites, il est mort en la portant à sa bouche. Peut-on affirmer que l'on trouve des poires en cette saison? Avec les sortilèges, on trouve de tout en toute saison. Alors, pourquoi pas une poire? Ceux qui trouvent que c'était bien une poire. Hein? Quand on est arrivé au village, je suis allé chercher le curé à Tenois. Il n'était pas là. C'est le vicaire, le Bernard Laquis, qui était là pour l'extrême onction. Je lui ai raconté ce qui est arrivé à l'Auguste, et on est reparti en vitesse à Velles. Il m'a dit que justement, le pape avait envoyé un papier pour expliquer comment faire quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Heureusement que le pape avait envoyé le papier, sinon on n'aurait pas su comment faire. Pour aller plus vite, c'est la vicomtesse qui allait justement à Velles qui nous a amenés sur sa charrette. Aussitôt, on a fait le test pour voir si c'était bien une sorcière. Et comme elle est remontée, c'en était une. Alors là, les choses ont accéléré. La vicomtesse est montée à Ferrières chercher le curé, il donnait confesse, elle l'a aussitôt sorti du confessionnal, et sont montés à Rosières pour prévenir les autorités. C'est comme ça que vous êtes là. Alors, c'est bien une sorcière. Mais depuis le début, on sait que c'est une sorcière. Les preuves s'accumulent, mais n'allons pas trop vite aux conclusions. Voilà, merci, vous pouvez disposer. Les témoins suivants, je vous prie. J'appelle Madame Françoise Moreau. J'arrive. Vos noms, prénoms, âge et profession, s'il vous plaît. Je m'appelle Moreau François, j'ai 45 ans et je suis vigneronne à Velles. Bien. Que vous est-il arrivé, Madame Moreau? Ah voilà, c'était au mois de mai. J'étais chez moi et je cuisinais une poule avec des flageolets, des carottes, des navets, du rutabaga, des oignons. Ah bah j'avais ajouté du persil. Attendez, Madame Moreau, vous n'êtes quand même pas venue devant un tribunal pour donner une recette de cuisine. Non, enfin je cuisinais quoi. C'est alors que la Nicole Abraham, elle est venue toquer à ma fenêtre. Eh ben, elle voulait que je vienne chez elle tout de suite. Elle habite juste à côté, près de l'église. Alors, elle m'emmène. Mais avant, moi, je ferme ma porte au verrou et je tourne la clé pour ne pas me faire voler ma poule par un schnappant, hein. Là, on rentre chez elle. Et d'abord, elle veut me faire goûter sa liqueur. Parce qu'elle est comme ça, la Nicole. Il faut toujours goûter ses liqueurs quand on va chez elle. Là, elle me dit qu'on est entré dans sa cave et qu'on lui a pris tout le vin du petit tonneau de vin gris que je lui avais donné. Eh ben, on est allé voir. Et le tonneau était vide. Alors, c'est qu'il était lourd. 3 boisseaux dedans. C'est moi qui lui avais apporté 8 jours avant. Elle n'a quand même pas pu tout boire en 8 jours. Ça faisait 60 shopping. Ça aurait fait 7 shopping par jour. Attendez, c'est ça le vol? Non, ça c'est plutôt une disparition. Mais quand on est reparti de la cave, eh ben on est repassé par la cuisine. Là, on a repris un petit verre de liqueur, tout en se demandant comment le tonneau s'était vidé de la cave. Parce que pour quitter la cave, il faut passer par la cuisine. Et là, il y a toujours la Nicole. Elle est flassadière, alors avec tout le boulot qu'elle a, elle ne quitte jamais sa cuisine. Une flassadière fabrique des couvertures piquées. En somme, vous voulez dire que la cuisine, c'est son atelier? Bon, bah, son atelier, c'est un bien grand mot, hein. Bon, c'est vrai qu'elle n'a qu'une place pour cuisiner, dormir, travailler. Et puis, les gens, ils viennent la voir par la fenêtre pour leur couverture, hein.
Et si elle doit sortir, elle a qu'une porte à fermer à clé. Alors vous voyez, personne ne peut rentrer dans sa cave, voler son vin sans qu'elle le sache. Mais quel rapport avec l'accusé? Eh ben, faut que je vous dise. C'est sûrement avec la magie que le tonneau il s'est vidé. Tiens, parce qu'après le coup du tonneau, le lendemain, eh ben la Nicole, elle est venue me voir. Le jour-là, elle marchait plus trop droit. Hein. Alors moi, je suis allée au-devant d'elle pour l'aider, parce que je suis comme ça, moi. Si les gens ils ont besoin d'aide, moi je les aide. Et sur ce coup-là, eh ben, la Nicole, elle avait vraiment besoin d'aide. Et ben là, on est rentré, il y avait un chat qui était en train de manger les œufs qui restaient de ma poule. Alors moi, je l'ai chassé, et là, on est reparti boire un petit verre de liqueur pour remettre les esprits de ma pauvre Nicole qui n'allait pas bien du tout. Hein. C'est long. Allez, au fait, au fait. Bah, j'y viens. Moi, je suis sûre que la Nicole, elle raconte ça mieux que moi. Hein. Ah bah permettez-moi d'en douter, vu son état de fraîcheur du jour. Ah, bah non. Mais c'était pas là le jour de la fraction. Là, c'est juste pour que vous situiez bien comment on s'entend bien avec la Nicole. Alors c'était quand? C'était le dimanche suivant. C'était le dimanche, ouais. Bon, maître, nous n'allons pas nous en sortir avec elle. Faites venir la fameuse Nicole. Ah. J'appelle Madame Nicole Abraham. Je suis là. Ah. Aidez-nous à comprendre. Alors, mon nom c'est Abraham, mon prénom c'est Nicole, j'ai 53 ans, je suis flessadière et je suis la copine de Françoise. Et vous voyez que c'est bien, il n'y a même pas besoin de lui poser des questions, c'est déjà tout ce qu'il faut dire. Oh bah c'est très bien. Dites-nous ce qui s'est passé ce dimanche, madame. Alors, c'était dimanche, on était allé à la messe, comme tous les dimanches parce qu'on est pas et après, en sortant, on est passé par le cimetière pour aller faire une petite prière sur les tombes de nos aïeux, puis un peu fleurir, faire ce qu'il y avait à faire. Et puis après, on est passé chez Pierrot le Gastelier pour acheter un bon petit gâteau en se disant qu'on allait peut-être le manger en buvant un petit coup de goutte. Parce que c'est vrai qu'avec la Françoise, on aime bien boire des petits coups de goutte. Et puis là, on est rentré chez elle. Et alors que la porte était fermée à clé, c'est là qu'on a vu la Catherine. Catherine, qui était assise dans la cuisine. Hein? Et alors, pour rentrer chez la Françoise, eh ben, il y a qu'en passant par les greniers comme les chats qu'on peut. Attendez, vous étiez dans sa cuisine? Oui, après la messe, je suis allée chez elle. J'ai frappé, la porte n'était pas fermée. Quand j'ai frappé, c'est même entrouvert. Alors, je l'ai poussée, je suis entrée et je me suis assise pour l'attendre. Je voulais lui acheter un cruchon de vin. Ma porte était fermée. Tu es entré en faisant comme les chats dans les greniers. Ouais, moi, j'ai bien vu qu'elle l'avait fermée à clé, sa porte. Elle est comme moi. La Françoise, elle la ferme toujours à clé. Mais je vous assure que la porte était ouverte. Hein. J'avais eu du mal à l'ouvrir le jour-là. Mais quand tu es entré chez moi, pourquoi t'es rentré chez moi, hein? Si je n'étais pas là, moi. On rentre pas chez les gens quand ils sont balins, quoi. Tu le sais bien, toi, la Catherine. Tu ne m'as rien volé, au moins. Moi, je ne suis pas une voleuse. Et je pense qu'un voleur n'attendrait pas l'arrivée du propriétaire. Quand je t'ai amené ta cruche de vin, tu m'as payé? Parce que moi, je m'en souviens plus, hein. Avec tous ces événements, moi, je suis plus sûre de rien. Bon, c'est bon. On a compris. Hein? Oui, bah, moi, vous savez, moi, j'ai rien contre la Catherine. C'est ce monsieur-là. Il m'a dit, quand il est venu me voir chez moi, que j'avais plutôt intérêt à dire quelque chose de pas très bien contre elle. Sinon, eh ben, il me portait comme témoin d'elle. C'est bon. Et alors, voilà, on trouve toujours une Disposez. Disposez. Et puis, greffier, vous notez que l'accusé se transforme en chat pour pénétrer dans les habitations. Ouais, tiens, venir le témoin suivant, que ça avance. Tout ça n'est pas très clair. J'appelle Madame Jeanne Morgado.
Morgado, pouvez-vous nous décrire ce qui s'est passé dans la nuit du lundi de Pentecôte? Oui. C'était le soir. J'avais emmené mes 10 vaches au champ pour la nuit. Le temps était lourd, gris, les mouches étaient mauvaises. J'ai un petit abri pour mettre mon foin sur le chemin de Saint-Marc. Quand je suis passé devant, tout était bien. Quand je suis revenu, là, j'ai entendu du bruit. Vous savez, j'ai toujours mon bâton avec moi. Je pensais trouver là un lapin, une grille. Je m'apprêtais à frapper lorsque je l'ai vue, la Catherine. La tête pleine de foin et ses habits aussi. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle a rigolé. Je lui ai demandé de partir aussitôt. Elle m'a dit qu'elle s'était endormie dans le foin. Puis elle s'est enfuie en courant et en criant des jurons. Oui, ensuite? Le matin suivant, je me lève de bonne heure, surtout que ça sentait le brûler. Je vais dehors, voir ce qui se passait, et là, en regardant, je vois une fumée qui monte vers Saint-Marc. J'ai tout de suite compris que c'était mon abri à foin qui avait brûlé. Comme il est en dehors du village, personne n'a rien remarqué. J'y suis allée aussitôt, mais c'était trop tard. Il ne restait que les murs et un tas de foin tout noir et brûlé. Et ça sentait mauvais. Là, je suis sûre que c'est la Catherine qui a mis le feu à mon abri. Elle a bricolé quelque chose la journée et le feu a pris dans la nuit. Que faisiez-vous sur les lieux du délit? Je ne faisais rien de mal. Il est tombé 3 gouttes de pluie dans l'après-midi. Je passais par là, je me suis mise à l'abri et je me suis endormie. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre le feu? On n'a rien fait. Vous savez, ça grange. Tous les jeunes du village viennent pour faire des galipettes. Je ne vois pas pourquoi c'était moi. C'est quand même bien vous que Madame Morgado a vu la veille au soir. Dans la nuit, il y a eu un coup de tonnerre. Ça se trouve, c'était la foudre. La foudre? Mais il y a que vous qui l'ayez entendu, ce coup de tonnerre. Je n'ai pas entendu la foudre. Et personne d'autre dans le village, d'ailleurs. Demandez voir au Georges Soujard et à la Berthe Poisson, ils se sont pas toujours fourrés dans le foin, ces deux-là. Et puis, il n'y a pas que. Tous les jeunes, ils vont pour passer du bon temps. Moi, je me suis juste mise à l'abri. Oui, il serait bon de savoir, Madame Morgado, si vous avez vu l'accusé mettre le feu à votre grange. Non, je ne l'ai pas vue. Mais vous savez, c'est une vraie sorcière. Elle est capable de tout. Alors mettre le feu à mon abri à foin, ça ne doit pas lui poser de problème. Bon, Bordeaux, pisse froid. Tu m'as quand même pas dire que c'est moi qui ai mis feu à ta grange? Les faits vous accablent. Vous avez délibérément brûlé la grange de Madame Morgado, qui vous a chassé de l'endroit peu de temps auparavant. Mais c'est faux! Dis la Catherine, c'est ta fille qui parlait tout à l'heure. Elle est sage, ma fille. Elle ne sort pas avec les garçons. Et puis, lundi, on était partis. On était à la fête à Saint-Nicolas. Alors, n'accuse pas si t'es pas sûr de ce que tu dis. Oui. Greffier, notez que l'accusé est une incendiaire. Et nous avons encore un témoignage. Faites venir, qu'on sache ce qu'il a dit. J'appelle Mademoiselle Maury. Bien, Mademoiselle Maury. Vous avez dit que l'accusé avait des comportements étranges. Pouvez-vous nous dire de quoi s'agit-il? Oui. Je m'appelle Maury, Marie-Christine. Je suis la fille d'Antoinette, la femme de chambre de Madame la Vicomtesse de la Bourdesière à Tonois. J'ai 17 ans et pour l'instant, je suis gardeuse d'oie au château. J'ai dit qu'elle avait des comportements étranges parce qu'elle m'a pris mon Jean. C'est tout? Oui, mais pas que.
L'autre jour, quand elle lavait mon linge dans la Moselle, eh bien, elle parlait au canard. C'est étrange, ça? Oh, et ce qui est encore plus étrange, c'est que les canards lui répondaient. Et vous avez entendu leur conversation? Vous pouvez nous dire de quoi ils parlaient? Non, je ne sais pas, j'étais pas assez près pour comprendre. Alors ça n'a aucune abondance. Si, je sais. Elle disait au canard de partir chercher Jean, elle a expliqué où il était, et un canard s'est envolé pour y aller. C'est pas sérieux. Oh. Ben, une autre fois, c'était à la messe du dimanche de Pâques. Elle était devant moi, à 2 rangs devant, et quand monsieur le curé a eu fini son sermon, elle a tendu la main, bougé les doigts comme ça, elle a fait tomber un caillou sur la tête de monsieur le curé. Ça, c'est un comportement qui n'est pas normal, de faire tomber des cailloux sur la tête des gens. De la roupie de Sansonnet. C'est de la roupie de Sansonnet. Tu n'as rien à dire contre moi. Lorsque j'ai tendu la main, c'est parce que je voyais le morceau de pierre qui allait tomber. Je voulais prévenir, c'est tout, mais j'en ai pas eu le temps. Bien, mademoiselle, vous avez autre chose? Tout est étrange avec elle. Elle guérit les enfants, elle parle avec les bêtes, elle fait pousser des choses qu'on ne connaît même pas. Tout, je vous dis, tout est étrange avec elle. C'est une sorcière, qu'elle disparaisse. Vipère! Oui, disposez. Greffier? Sorcière. Vipère. Nous ne retiendrons pas les comportements étranges, c'est un peu faible. Il n'y a plus de témoins. Je vous propose d'aller délibérer. La cour va délibérer. Ma fille, voilà où ça mène, de jouer les fortes têtes. Depuis que tu es au village, tu ne cesses de dresser tous les habitants contre moi. Il faut savoir qui gagne à la fin. Je ne laisser personne contre vous. Mais bien, cher frère, et les autres aussi. J'ai écrit à Monseigneur notre évêque pour lui dire ce qui se passe ici. Et Dieu merci, il m'a donné raison. Vous voulez me faire payer les travaux de réparation de l'église? Eh bien, non. L'église vous appartient. Ce sont bien les gens de Vels qui ont financé cette église en 1352. C'est donc à vous, normalement, de payer. Et maintenant... Certainement pas. Eh, monsieur le curé, c'est vous qui l'habitez. C'est nous qui êtes toujours dedans. C'est la maison de mon Dieu. C'est à vous à payer. Les créants, ce n'est pas avec ce que tu donnes à la quête que je peux payer grand-chose. Et vous ici, vous qui avez suivi les idées tordues de la Catherine pour me faire payer, vous allez me rembourser. Vous n'allez pas faire construire la sacristie. La voûte ne serait pas fondue. La sacristie, mais c'est pour vous. C'est pour ranger le matériel des processions, des cérémonies. Ce sont bien les habitants de Vels qui ont voulu et fait construire cette sacristie pour avoir de belles fêtes et de belles processions. Nous sommes pauvres, que ceux qui l'ont demandé payent. Ah, ça, c'est bien toi. L'église, c'est pour tout le monde, alors que tout le monde paye. Mais pas moi. Heureusement que le Pierre Masson, qui est plastrier, nous a fait les travaux de réparation. Ça n'a coûté que 20 livres. Quand même, vous allez me les rembourser. J'ai pris sur l'argent des quêtes. Ça n'est pas possible. Et vous faites une messe par mois. Il faut que vous venez à la quête. Ici, c'est prévu 10 messes par an, pas plus. À la rigueur, avec la sacristie, je veux encore bien faire la fête Dieu.
Mais ne comptez pas sur moi pour faire les messes de minuit, de Noël ou de Pâques. Je ne viendrai pas. Et si vous ne me rendez pas mes 20 livres, je ne fais plus de messes du tout, juste les enterrements. Quant à toi, la cabine, fais bien attention, car ils ne sont pas commodes, ceux-là. C'est déjà arrivé que ça finissait mal, ces procès. J'ai entendu dire qu'on brûlait les sorcières. Je ne veux pas être brûleur, je ne suis pas une sorcière, je n'ai rien fait. La cour est de retour, reprenez vos places. À vous, c'est un type de cri. Non. Et non, ce n'est pas elle. Ne vous tourmentez pas. Je sais ce qu'il en est. Et je suis ici, en tant que seigneur de Belle. Retirez votre plainte. Ne l'accablez pas. Où est-elle? Ne vous en faites pas. Elle est en lieu sûr, et ça dépend que de moi de vous la rendre. Dites-moi certaines choses, et je ferai le choix. Ou de le garder, ou de vous la donner. Il ne manque rien dedans, j'espère. Rien du tout. Dites-moi. Dites-moi les documents qui sont à l'intérieur de la cassette, et je vous la rendrai. Il faut pouvoir répondre que je vois ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Il n'y a pas d'argent dedans. Que peut-il en être? C'est une affaire de documents. Votre beau-frère, le sieur Colin, voulait avoir l'assurance que les documents à votre possession, son nom était mentionné. Sur le partage des terres. Non, non, non. De toute façon, c'est tout ce qu'il y a de plus honnête. Je lui ai fait un prêt où nous étions d'accord. Si l'un Germain ne pouvait pas me rembourser, la vigne était à moi. Il n'a pas pu me rembourser 2 fois de suite, donc maintenant, c'est à moi. Ce n'est pas comme cela que l'on procède. Les actes doivent fêcher le tabellion. C'est lui qui décide ce qu'il en est. Je vérifie. Un tabellion est un notaire. Vous ne pouvez pas vendre cette ligne, mon cher. Elle ne vous appartient pas. Je vais régulariser cela. Donnez-moi ma cassette. Pas encore. Votre gros frère n'est pas cité. Dans l'héritage, il semble qu'il y ait eu un entendement entre vous. Voyez avec lui. Et je vous rendrai votre cassette. Mais faites disculper cette pauvre Catherine qui n'y est pour rien dans cette affaire. La cour revient, reprenez vos places. Jean de Velle!
la Cour de justice a délibéré. La culpabilité de l'accusé pour crime de sortilège est évidente, compte tenu des témoignages entendus. Nous voudrions entendre l'accusé reconnaître les faits. Catherine Ruff, vous êtes accusée de pénétrer dans les maisons sous la forme d'un chat. Par l'effet d'une certaine poudre jaune, vous causez la mort des enfants. L'autre jour, sur la route de Gerbévillers, vous avez déposé une poire préparée. Un passant la portant à ses lèvres tomba presque aussitôt, frappé de mort subite. Reconnaissez-vous les faits? Mais non, je n'ai rien fait de tout ça. Mais avouez, 13 personnes vous accusent, c'est inutile de nier. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Bon, Abbé Bertrand, on prend les faits un à un. Reconnaissez-vous pénétrer dans des maisons en vous transformant en chat? Non, jamais de ma vie. En faisant comme un chat? Non, que nenni, pas du tout. Reconnaissez-vous avoir fait mourir des enfants? Je n'ai fait mourir personne. Reconnaissez-vous avoir utilisé une poudre sur des enfants? Je les ai soignés, je faisais tomber la fièvre. Bien, ça vient. Reconnaissez-vous que des enfants soient morts en votre présence? J'ai été au chevet d'enfants qui étaient morts, oui, bien sûr. Bien. Reconnaissez-vous avoir déposé une poire préparée sur le chemin de Gerbévillers et qui a fait mourir un passant? Mais non, ce n'était pas moi. Ah! Bien, l'affaire avance à grands pas, donc vous reconnaissez tous les faits qui vous sont reprochés. Mais non, je n'ai rien fait. Mais avouez que vous êtes possédé du démon. Mais absolument pas. Mais absolument que si. La preuve, vous nous tenez tête. Vous avez participé au sabbat. Vous avez tué, vous avez volé, vous avez incendié, vous vous transformez, vous avez résisté au test de l'eau et toute la population ici présente vous a vu. Alors, avouez que vous foudroyez avec le diable. Mais non, ce n'était pas moi, je n'ai rien fait. Bon, si c'est comme cela que l'on installe l'échelle de torture, ça aide à retrouver la mémoire. Bourreau, faites votre travail, attachez l'accusé à l'échelle et que l'on obtienne les aveux complets. J'ai bien dit complets. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Vous allez voir. Vous n'avez pas le droit? Non, vous n'avez pas le droit, ne me touchez pas. Non. Arrêtez. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez. Lâche-moi. Ça lui crée rien. Allez, on accélère, s'il vous plaît, Bourreau. Arrêtez, non. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Ah. J'avoue tout. Je ne veux pas souffrir, j'avoue tout. Ah, voilà une sage décision. Greffier, notez que l'accusé reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés. Pouvez-vous nous faire le rappel du déroulement de cette affaire? Alors je vais reprendre tout depuis le début. Attachez-la, on ne sait jamais. Le 21 juin 1587,
La Cour de justice du duché de Lorraine est saisie suite à la plainte de sortilège de la dénommée Catherine Ruff. Celle-ci est arrêtée à son domicile le jour même par 2 agents de la maréchaussée. L'accusée a été informée des chefs d'accusation. Elle a refusé de reconnaître les faits. Le parquet a demandé sa mise sous verrou et aussitôt diligenté une enquête. L'enquête, menée par moi-même, substitut du procureur, m'a conduit à interroger toute la population de Vels-sur-Moselle, mais également de Thonois pour certaines personnes. Mes hommes et moi avons investigué et recueilli les renseignements nécessaires à l'instruction les 23, 24 et 25 juin dernier, c'est-à-dire avant-hier. J'ai aussitôt communiqué des éléments accablant l'accusé à maître Nicolas Rémy, démonographe de notre bon duc Charles III. Au vu de la gravité du risque de contamination satanique et de l'urgence d'endiguer le phénomène démoniaque, Monsieur le procureur général de Lorraine a ordonné la tenue d'un procès public en ce lieu au calende de juillet 1587. Le tribunal, ainsi formé pour moitié de la justice ducale et pour moitié de la justice ecclésiastique, sous la conduite de maître Nicolas Rémy. Au terme des audiences, le tribunal s'est réuni pour délibérer et donner ses conclusions. L'accusée, mademoiselle Catherine Ruff, résidente de Vels-sur-Moselle, est accusée de pénétrer dans les maisons sous la forme d'un chat, ou par l'effet d'une certaine poudre, cause la mort des enfants. Un jour, cette sorcière déposa sur le chemin de Gerbévillers une poire préparée. Un passant qui la vit, l'ayant portée à ses lèvres, tomba aussitôt comme frappé de mort subite. En conséquence, et après l'audition des témoins, les preuves contre elle prouvent le crime de sortilège. Le tribunal décide une action immédiate pour mettre fin à la présence du démon dans ce village. Ma fille, repentez-vous de vos péchés. Sauvez-vous, chassez le démon qui est en vous. C'est encore possible. Notre pacte est formel pour supprimer le démon. L'être porteur doit être passé par le feu. Lui seul est purificateur. Bien que l'on prépare le bûcher immédiatement, nous ne quitterons pas cet endroit tant que le démon ne soit arraché de cette créature porteuse du mal et que tout son corps disparaisse sous l'emprise des flammes. Bourreau, conduisez l'être satanique sous les verrous. Il sera brûlé à la nuit tombante et vous veillerez à ce qu'il ne reste plus rien de son corps. Arrêtez, vous n'avez pas le droit! Je suis innocente! Vous avez tué quelqu'un d'innocent, vous n'avez pas le droit, vous êtes des monstres! Sorcière! Le tribunal a rendu sa sentence. La sorcière sera brûlée. En attendant, je vous propose de faire ripaille. Le temps d'établir le bûcher et de finaliser le procès. Je vais y aller. Maman! Oh, il est. Par là,
Je vais y retourner. Condamné pour crime de sortilège et pour la rue. Oh bah non, écoute, pas pour rien. Quand même. Oh, attention, on est à terre. Ouais, c'est vrai.
Eh bien, c'est terminé. La soirée s'est bien déroulée et je tiendrai à faire quelques remerciements. Tout d'abord à vous, public, qui êtes venu nous soutenir dans cette grande opération. La sorcière est revenue. Donc je tiens à vous remercier d'être venu pour cette soirée qui, bon, avec la météo agréable qu'on a eue, a pu se dérouler correctement. Et je voudrais aussi saluer, disons, et remercier grandement les acteurs, les figurants qui étaient là, ainsi que toutes les personnes qui ont gravité autour au point de vue intendance, qui était un boulot relativement énorme. Je tiens à aussi féliciter donc les artificiers, les maîtres du feu, puisqu'ils nous ont ravis avec leur spectacle, la sonorisation qui a été au top, on peut dire, qui j'ai pu oublier. Alors, notre metteur en scène qui nous a suivis dans toute cette démarche depuis début mars. Et la sorcière qui a bien voulu se sacrifier pour votre plus grand plaisir. Donc je pense qu'il faut applaudir aussi très fortement la troupe, enfin l'équipe ESV qui me suit régulièrement et sans elle je ne pourrais rien faire, ce qui serait énorme. Donc Jean-Valérie, bravo. Tu nous as fait quelque chose de très bien, c'était formidable. Voilà, il y a juste une personne qu'on a oublié de remercier, c'est un mec qui est un peu fou, qui a eu l'idée de faire ce spectacle, Alain Réveillé.